Hola, comment está? Muy bien. Ah, ça me fait toujours rire. Bon, tu vois, 308, une nouvelle voiture. Bon, j'ai une très bonne copine là qui est en panne avec cette voiture. Alors c'est pas une grosse panne, enfin, je pense que ça va être galère quand même. Euh, je te pose les jalons, elle perd beaucoup d'eau. Alors quand j'ai déjà regardé par en dessous, j'ai évidemment enlevé la protection bas moteur et c'est vrai qu'il y a du liquide de refroidissement qui était jaune, qui, il y en a un petit peu partout sur ce fameux cache bas moteur. Mais en attendant, bon, je l'ai enlevé, j'ai fait un premier diagnostic, je pense savoir d'où ça vient, tout simplement parce que lorsque je remets dans le vase d'expansion du liquide de refroidissement neuf, derrière le bloc moteur, ça coule, mais quand je dis ça coule quoi. Donc j'ai mis un récipient, mais le liquide de refroidissement, il est plus jaune, il est noir. Donc je me dis, ah, peut-être que, et là je vais te laisser deviner. Mais avant, générique! Sur une 308 Peugeot, relativement récente, hein, c'est une belle bagnole, mais il y a une fuite qui se situe entre le bloc moteur et derrière, enfin derrière le bloc moteur, c'est-à-dire entre le moteur et l'habitacle. Donc comme je t'ai mis une petite bande-annonce il n'y a pas si longtemps sur la page Facebook Noviscar, alors je t'avais mis des commentaires, enfin j'avais demandé à ce que l'on me mette des commentaires. Bon ben là l'idée c'est, à mon avis, il va falloir déjà démonter plein de trucs. Donc j'ai ressorti plein de cartons, je vais commencer à démonter une multitude de pièces, parce que moi personnellement, là je pense que c'est le dispositif de refroidissement de la vanne EGR. À l'arrivée, le liquide, il est bien jaune, à la sortie il est noir, ce qui me laisse penser que ça traverse des trucs où il y a de la suie, où il y a de la crasse, enfin bref, c'est pas forcément Jojo quoi. Bon, en attendant, il va falloir démonter. Donc à l'image un petit peu de ce qu'on a fait dernièrement quand j'ai changé un embrayage, une butée d'embrayage sur une 207, et bien là sur une 308, et bien il va falloir démonter la même chose. Donc on va commencer à démonter tout ce qui est collecteur d'admission d'air, on va enlever le débitmètre, on va enlever la boîte à air. Enfin, ça va faire un petit peu de boulot quand même, quoi. Donc, puis après, si je me trompe, je me trompe. Mais en attendant, il faut quand même démonter parce que la fuite, elle est derrière. Une fois que j'aurai suffisamment démonté de devant, eh bien, je soulèverai la voiture pour pouvoir essayer, au moins avoir une vision de dessous la voiture et derrière le moteur, quoi, histoire de voir, simplement. Bon, déjà, tout ce qui est collecteur d'admission d'air, ça y est, c'est parti. Là, on va essayer d'enlever tout ce qui est débitmètre. Bon, comme d'habitude, hein, pour enlever la boîte à air, évidemment, il n'y a pas de place. Donc l'idée, il va falloir essayer de démonter un petit peu certains artifices, et notamment tout ce qui est, pour essayer de voir si je peux me glisser un petit peu derrière, je vais enlever tous ces caches en plastique. Donc là, l'idée, c'est d'enlever les essuie-glaces. Voilà, ça vient tout seul. Pour rechercher une fuite de liquide de refroidissement, bon, il n'y a pas tellement de possibilités, enfin il y a beaucoup de possibilités, bon, je vous l'accorde, c'est vrai que ça peut venir du thermostat, ça peut venir de la pompe à eau, ça peut venir d'une durite, bien souvent, ça peut venir d'un échangeur aussi, d'un refroidisseur eau-huile, mais en attendant, déjà, la première
méthode que moi j'ai appliquée, c'est que j'ai ouvert le vase d'expansion et comme ça, j'ai pu voir en gros où pouvait s'écouler rapidement le liquide de refroidissement. Alors dans un premier temps, j'avais l'impression que la fuite venait de derrière. Donc j'optais plus pour une durite style chauffage, un truc dans ce goût-là qui avait mal vieilli, qui s'était altéré. Donc c'est pour ça que j'ai démonté tout le derrière du bloc moteur. Alors même technique, hein, j'ai mes cartons, je superpose, hein, maintenant vous me connaissez, voyez comment je pratique. Et puis en fait ce matin j'ai eu une idée, je me suis dit, parce que ça goûtait au niveau du catalyseur mais avec le raccord qu'il y a sous la voiture. Et j'ai essayé de remonter avec une torche électrique. Comme l'eau, évidemment le liquide de refroidissement c'est de la flotte avant tout. Avec le faisceau lumineux, je me suis dit ça va peut-être briller, ça va peut-être suinter. Et je m'en suis tiré, on va dire, comme ça. Et dans un premier temps, je me suis dit, merde, qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière le catalyseur? Alors là, j'ai suspendu le catalyseur, j'ai fait un montage un petit peu à l'arrache. Parce que j'ai simplement évidemment dégrafé le catalyseur, j'ai surtout pas enlevé les sondes, j'ai rien dégrafé du tout. Parce que alors là, si je me lance là-dedans, ça va être une panade terrible. Je vais pas retirer le catalyseur. Hein. Mais j'arrive mieux à voir d'où ça vient. Et j'ai l'impression que ça vient justement là où il y a l'échangeur de température, huile, eau. Alors bon, je vais voir si exactement d'où ça vient. Est-ce que je le démonte? Parce que si je le démonte, il y a du liquide de refroidissement hein, au fur et à mesure. Alors j'ai pris du liquide de refroidissement en bas de gamme. Faut pas vous embêter, hein, vous allez chez Action, hein, pour pas le citer, vous prenez un truc à 4 balles et ça va bien. Hein, surtout pour faire ce style de recherche. Essayez de prendre un liquide de refroidissement de couleur, soit du bleu, soit du jaune, soit du rouge. Hein, mais l'idée, c'est il faut détecter la fuite. Donc moi, j'ai pris du bleu. Voilà. Bon, certainement, ce que je ferai, de toute façon, si je dois enlever ça pour avoir la garantie, je mettrai un colorant textile, peu importe, hein, on s'en fout. Hein, alors pas besoin que ce soit vraiment très très bleu ou très très rouge. Hein, mais l'idée, c'est de savoir, de connaître l'endroit d'où ça vient. Voilà. Et moi là ce matin, donc j'ai dégrafé le catalyseur de cette 308 et j'ai pu trouver la fuite derrière l'échangeur. L'échangeur de température, c'est une partie qui est grosse comme une très grosse boîte d'allumettes, qui est striée sur tous les côtés. Là. Et la fuite, elle vient de par là, quoi. Donc je vais le démonter. Je pense que c'est une histoire de joint, hein, de toute façon. Hein. Et le problème, c'est que juste au-dessus, il y a une petite durite. Donc, ce qui est étonnant, c'est que la durite, elle est reliée directement sur le turbo. Donc, ça m'étonnerait que ce soit du liquide de refroidissement. Et j'ai plus l'impression que ça suinte. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris du sopalin, papier absorbant, et à tâtons, je vais essayer de localiser. Une fois que je vais commencer à bien localiser l'endroit, j'irai prendre une feuille de papier buvard. Bah oui, ça existe encore, le buvard. Et, alors je sais pas, je prendrai du verre, hein, parce que il me semble que j'ai encore du verre, et j'essaierai de localiser parfaitement bien la fuite. Une fois que la fuite va être localisée, pour avoir la garantie que c'est bien là que ça fuit, je rouvrirai le bouchon du vase d'expansion, et normalement, si c'est là, ça devrait pisser très fort, quoi. Donc j'ai l'impression que ça fuit derrière, là. Donc je sais pas trop, en gros, alors je vois une petite mare d'eau. Je pense que ça devrait pouvoir s'articuler à ce niveau-là. Je vais essayer de dégrafer 2-3 joints, enfin des durites, pardon. Et puis déjà avec mon papier absorbant, déjà si je mets la main, on voit que c'est mouillé là. Bon bah ça y est, la fuite est localisée. Alors une fois de plus, je remercie Stéphane Legros pour me tuyauter parce que je ne connaissais pas le nom
du petit orifice par lequel le liquide de refroidissement s'échappe. Donc je vais vous faire un gros plan et je vais vous montrer tout ce que j'ai dû démonter et devant et derrière. Alors évidemment, au démarrage, je pensais que c'était un dispositif de refroidissement en rapport avec la vanne EGR, tout simplement parce que le liquide était vraiment très noir. Mais en fait non, c'était devant. Il a fallu que j'enlève et le turbo et les collecteurs d'échappement, tout simplement parce que évidemment la pastille de sablage, c'est comme ça que ça s'appelle, il y en a une qui est complètement secouée. Donc là on voit une pastille de sablage qui est en bon état. Par contre ici, celle-là est complètement rouillée, elle est complètement détériorée. Donc là on voit, donc j'ai mis une vieille serviette éponge, on voit que j'ai du liquide de refroidissement. Donc là ça va couler très peu, tout simplement parce que j'ai mis le bouchon sur le vase d'expansion. Si maintenant j'enlève le bouchon du vase d'expansion, regardez, et là on voit, là ça y est, c'est parti, c'est un véritable geyser, ça coule de partout, c'est la catastrophe. Donc ça fait des bulles, on voit que voilà, c'est sur le côté, c'est complètement bouffé quoi. Donc maintenant, là où on en est, la solution elle est vite trouvée. Je vais aller sur des sites spécialisés voir si on peut acheter séparément ces fameuses pastilles de sablage. Bon, visiblement c'est emmanché à force. Il va falloir que je fasse un petit trou, que je torde un clou, que je tire pour essayer d'enlever tout ce bazar. Maintenant je peux aussi passer chez Peugeot pour commander la pièce. Donc là je vais fournir la carte grise avec le VIN, ils vont pouvoir identifier le véhicule, me commander la pastille de sablage. Bon, il y en a une qui est en parfait état, je vais la laisser comme ça, je ne vais pas prendre de risque. Par contre la deuxième, là où ça pisse de partout, là c'est clair qu'il faut la changer, hein, celle-là. Voilà quoi. Donc là je vais avoir un travail dans un premier temps de recherche. Alors je vais aller sur eBay, je vais faire des différents sites, je vais essayer de voir si je peux trouver ça facilement et je continuerai évidemment le tuto dans la foulée. Comme on a déjà localisé la fuite, on sait maintenant que ça vient d'une pastille de sablage qui est défectueuse. Il y a un petit trou, elle s'est fissurée, ça pisse de partout, évidemment il faut la changer. Donc c'est pas tellement compliqué, on va sur le web, moi j'ai commandé. Alors comment j'ai fait au démarrage? Pour éviter de me tromper au niveau du diamètre, j'ai pris à l'aide d'un pied à coulisse la cote du trou dans lequel va se loger la pastille de sablage. Et à la louche, j'ai vu que c'était du 19,73 mm. Donc un petit peu moins de 20 quoi. Donc, et sur le web, quand on regarde l'utilité et comment ça se positionne, il faut que la pastille de sablage rentre à force. Or, si je prends du 19,5, ça va rentrer trop facilement. Donc voilà. Et si je prends la taille au-dessus, bon je vais peut-être avoir une marge de, je sais pas, peut-être 2/10 de millimètre en trou. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la pastille de sablage, c'est en métal relativement, alors je vais utiliser un mot un peu bête, un peu souple, d'accord. Généralement, c'est du Myshore, c'est un alliage. Alors c'est quand même dur, mais en fait, comme ça rentre à force, normalement c'est ça qui assure la parfaite étanchéité. En attendant, ce qu'il faut savoir également, c'est que la rentrée à force, visiblement, ça suffit pas. Donc moi j'ai un bon pote qui travaille sur Paris et qui forme justement des futurs mécaniciens auto et qui m'a dit attention, lorsque tu mets une pastille de sablage, il faut impérativement mettre une pâte d'étanchéité autour, même si ça rentre à force. Donc je vais te mettre une photo, c'est de la Loctite 648, donc c'est une petite pâte qui va durcir lorsque tout ça ce sera en force. Non seulement ça encolle également la pastille, mais ça permet d'assurer aussi l'étanchéité. Donc il y a 1, l'encollage, 2, le fait que ça va assurer l'étanchéité, et 3,
le fait que ça rentre à force. Et normalement, les trois réunis font que, eh bien, justement, on devrait stopper largement la fuite. Ce qu'il faut également savoir, c'est que quand le moteur tourne, la culasse chauffe. Or, là-dessus, c'est une culasse en aluminium. Et l'aluminium va se dilater un tout petit peu plus rapidement que la pastille de sablage qui est, elle, en maille-shore. Donc, il faut impérativement mettre justement du joint d'étanchéité qui est légèrement élastique, de telle façon à pouvoir garantir justement le fait que ça reste parfaitement étanche. Donc maintenant, évidemment, pour continuer les travaux sur cette voiture, il va falloir vidanger le liquide de refroidissement. Alors c'est pas tellement compliqué, tu regarderas tout en bas, hein, là encore je vais te faire une photo, tout en bas il y a une durite dans laquelle circule le liquide de refroidissement. Moi je vais faire le choix d'enlever le collier de serrage et de vidanger par cette fameuse durite le liquide de refroidissement. Et pour enlever la fameuse pastille de sablage qui est défectueuse, on m'a conseillé de prendre un petit burin pointu avec un marteau, de taper sur le côté et de faire légèrement levier. Donc logiquement la pastille devrait vriller et se mettre en travers, et avec une pince on devrait pouvoir l'extraire. On va essayer d'abord cette méthode. Donc je vais prendre le burin, je vais taper en bas. J'essaye de faire levier. Bon, moi je fais le choix de prendre un gros tournevis là parce qu'autrement ça va pas. Effectivement avec le tournevis ça va peut-être un peu mieux. Je vais changer donc elle vient là. Je vais aller chercher une pince et je vais peut-être l'extraire comme ça. Bon, alors évidemment j'ai abîmé un petit peu le dessus, mais je pense que c'est pas par là que ça assure l'étanchéité. Bon, par contre je mettrai un petit coup de lime pour enlever parce que j'ai un petit peu abîmé, et je pense que ça va pas jouer ça va pas faire un défaut d'étanchéité. Bon voilà, j'ai pu enlever la rondelle. Alors au tournevis en fait finalement hein, j'ai pu faire levier. Là j'essaye d'enlever la merde un petit peu. Ah, mais au fond il y a une butée, donc déjà quand on va pouvoir rentrer la nouvelle pastille, ça ira forcément tout seul. Donc au-dessus là, au-dessus j'ai un petit peu abîmé. Bon, il y a un petit peu de relief. Je vais prendre une lime plate et à la main comme ça je vais essayer simplement d'enlever le petit surplus de métal que j'ai flingué là. Par contre à l'intérieur bon c'est encore lisse. Et de toute façon, il ne faut pas oublier quelque chose d'important, c'est qu'on va mettre de la pâte exprès, hein, donc de la Loctite 648, pour assurer une parfaite étanchéité. Donc avec une petite lime là, bon je sens que j'ai fait un petit peu de relief là, c'est pas tellement grave. Tu prends une lime plate, tu mets ta main là où tu dois limer, tu enlèves en fait les bavures que tu as fait, hein. C'est pas tellement compliqué ça. Tu fais attention de ne pas laisser de copeaux, de petites limailles évidemment dans le trou. Ensuite tu passes ton doigt et puis tu vois où est-ce que tu en es quoi. Mais il y a très peu à enlever, hein. Franchement c'est insignifiant quoi. Avec ton ongle, tu vois si ça accroche ou pas. Bon, pour moi, c'est tout bon. Alors, si comme moi, tu crains que... Parce que là, je sens, il y a comme une petite bavure là qui me plaît pas trop. Donc, tu vas prendre un bouchon de bouteille de vin.
là j'ai coupé du papier de verre, mais j'ai pris du très fin, pour le moment j'ai mis du 1000. Je vais l'enrouler autour du bouchon et je vais tourner sur les portées de telle façon à pouvoir enlever cette petite bavure, moi qui me plaît pas trop. Bon, je vais tourner comme ça une dizaine de tours, une vingtaine de tours, je ne sais pas. Mais l'idée surtout c'est que bah, ça y est, je la sens déjà. Ah si, là je la sens encore un peu. Donc ça accroche un peu. Ah mais non, c'est le derrière. Voilà. Donc sache que si des fois tu es embêté, tu prends un morceau de papier de verre de carrossier, hein, tu vois, tu l'enroules autour d'un bouchon. Tu le mets dans le trou, tu tournes, et en fait, tu vas usiner un petit peu l'intérieur. Ce qu'il faut simplement, c'est là où ça te plaît pas, là où tu penses que il va y avoir des impuretés, enfin pas des impuretés, là, une petite rayure qui va se faire. Voilà, au moins comme ça, tu es sûr que voilà, bon, sachant qu'il y a quand même de la pâte hein, qui va venir. Bon voilà, j'ai rectifié, les petites bavures que j'avais sont éliminées. Avec du papier de verre et mon bouchon, j'ai nettoyé les portées parfaitement bien, tout est lisse. Donc là, je vais mettre la nouvelle pastille de sablage. Alors pour m'aider, j'ai dans l'idée d'utiliser une douille de 12, comme ça je vais introduire la douille de 12 dans le trou, il y a très peu de jeu. Bah, il en faut un peu parce que la culasse, elle est, le trou est légèrement inférieur au diamètre de cette pièce, hein, de la pastille de sablage. Donc en fait, le fait que ce soit légèrement arrondi sur le côté, la pastille, elle va se rétracter. Donc il faut légèrement, un petit peu de jeu quand même, d'accord ? Il est bien évident qu'avant, je vais entourer toute cette partie-là de la Loctite 848. Alors j'ai trouvé ça sur Amazon. Faut faire gaffe parce qu'en fonction des fournisseurs, le prix ça va du simple au quadruple. Donc si tu tapes là-dedans, fais attention parce que moi le petit tube je l'ai payé à peine 9 balles. Et si tu fais pas gaffe, dans le commerce tu le trouves à 34 €. Quoi. Donc tu vois, 4 fois plus. Quoi. Donc je vais mettre ma Loctite tout autour et avec le petit marteau, je vais emmancher cette douille jusqu'au fond. Alors, ne t'inquiète pas, ça ne va pas tomber à l'intérieur, tout simplement parce que tu verras, au fond, il y a comme un ergot qui empêche à la pastille d'aller trop loin. Ce que j'envisage de faire quand même, je vais quand même prendre la cote entre l'arrondi et la partie extérieure de la pastille de sablage pour voir si je vais avoir du rab, parce qu'après justement il faut remonter tous les collecteurs d'échappement et je voudrais pas avoir à usiner un petit peu la partie en maille-shore directement dessus. Donc je vais quand même contrôler les cotes. Bon, à l'aide du pied à coulisse, je me suis aidé avec l'ergot qui plonge dans les trous. J'en étais à 10,04. Bon, jusqu'à là ça fait 10 mm, tout va bien. Quand je regarde l'épaisseur de la pastille, elle fait 9,81. Donc on voit que j'ai quand même 4 dixièmes, allez, on va dire au moins 2 dixièmes de marge. Donc ça veut dire que la partie supérieure de la pastille va venir à fleur de la culasse. Donc tout va bien. Bon, pour remettre en place la nouvelle pastille de sablage, bon, déjà il va falloir dégraisser les portées. Donc tu prends un dégraissant universel quelconque. Hein. Bon, moi j'ai fait le choix d'utiliser un dégraissant universel. Je prends un chiffon microfibre. Tu vois, c'est pas compliqué, je mets simplement mon doigt et je vais nettoyer simplement les portées et du trou qu'il y a dans la culasse. Et je vais dégraisser la partie de la pastille de dessablage.
Alors, pour ce qui est de la Loctite 648, ce qu'il faut aussi savoir, bon, c'est de la fixation bloc presse, c'est ce qu'ils appellent comme ça, quoi. Il faut en mettre et dans le trou de la culasse et sur la pastille de dessablage. Bon, moi j'ai pris du 20 mm, sachant que le trou fait 19,85. Bon, tu vois que ça me fait 15 centièmes de marge d'ajustement. Mais je suis dans les clous. Quand je regarde la notice d'utilisation de la Loctite 848, en fait, la pièce, elle va rentrer à force. C'est bien pour ça qu'on appelle ça de la fixation bloc presse. Donc je vais prendre ma douille de 12, je vais prendre un marteau et je vais l'enfiler comme ça dans le trou de la culasse. Donc souviens-toi, on met de la Loctite et dans le trou de la culasse et autour de la pastille de dessablage. Quand tu as tout dégraissé, moi je te donne un conseil, hein, si ça se trouve, le petit bidon là, il a été conditionné pendant 6 mois. Donc en haut, peut-être qu'il y a du liquide qui est moins performant. Donc l'idée c'est déjà de bien secouer ton petit tube de colle. Donc normalement, ce produit il est verdâtre, donc t'inquiète pas, c'est normal. Et une fois que ça va être fait, je vais en mettre donc autour du trou de la culasse, autour de la pastille de dessablage. Je vais l'enfiler et puis normalement le produit il commence à prendre effet, une fixation à partir de 5 minutes. Donc pas de panique, tu as le temps de remettre ton tuyau pour remettre ton liquide de refroidissement. Par contre, il est complètement effectif au bout de 12 heures. Alors je ne vais pas attendre 12 heures pour tout remonter. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la pastille de dessablage. Je vais fixer mon truc là, la durite qui se situe en bas du radiateur. Je vais rien remonter tout de suite, mais par contre, je vais alimenter avec du liquide de refroidissement propre, directement tout le circuit pour voir si ça suinte ou s'il y a une fuite quelconque. C'est là où je verrai bien si on a bien ou pas bien travaillé, quoi. Bon, j'ai mis ma douille. Maintenant, j'ai plus qu'à emmancher mon truc. Voilà. Ça y est, elle est rentrée. J'ai plus qu'à ajuster. Je vais prendre une douille un petit peu plus grosse. Et je vais frapper directement maintenant sur le champ de la pastille de dessablage. Bon, moi j'ai pris une douille de 16 là pour le coup, pour essayer d'emmancher le truc. Et là, elle est parfaitement à fleur. Bon, puisqu'on est là-dedans, l'idée peut-être c'est de donner un petit coup de propre au bloc moteur, hein. Ça mange pas de pain. Donc moi j'ai pris du diluant universel que j'ai acheté dans un petit supermarché à côté de chez moi. Un truc qui coûte pas grand chose, mais en attendant, que je trouve moi hyper efficace, quoi. Bon, il est bien évident que l'ancien produit de liquide de refroidissement, tu vas le mettre dans un bidon pour l'emmener à la déchetterie. Et tu vois, il n'est pas d'une couleur très catholique, hein. On voit que il est plus marron pourri que jaune, hein. Ah, puis évidemment mon bidon il est crevé, donc il va falloir que je le rechange. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre le bidon là, comme ça. Ah, il est percé là. Bon, je vais le changer. Celui-là il est à la benne, de toute façon le produit qui est souillé, il faut l'emmener à la déchette. N'oublie pas que aussi, lorsque tu vois ton liquide de refroidissement qui est dégueulasse comme ça, alors évidemment la pastille de dessablage, visiblement c'était du métal. À l'intérieur ça a complètement rouillé, donc peut-être que le liquide de refroidissement s'est teinté avec la rouille. Mais il n'empêche que lorsque ton liquide de refroidissement est marron comme ça, il
perd ses propriétés. Il ne faut pas négliger non plus que dans du liquide de refroidissement, il y a un antigel. Si tu achètes un produit, je vais dire n'importe quoi, qui te garantit une température extrêmement basse de protection à moins 25 degrés, si ton produit est marron comme ça, si ça se trouve, il protège que FIF. Donc méfie-toi. Donc c'est bien pour ça que moi sur mes voitures personnelles, allez, on va dire tous les 3 ans, je vidange tout, je nettoie tout et je change le produit, le liquide de refroidissement. Au moins comme ça, je suis sûr que le moteur est parfaitement bien refroidi. Donc, quand tu vas vouloir recharger ton circuit de liquide de refroidissement, regarde bien complètement, quand tu regardes ton écran complètement sur ta gauche, on voit le vase d'expansion. Volontairement, je l'ai rempli plus que de raison. Par contre, au niveau du calostat, ici, tu vois, tu as une vis de purge. Alors évidemment, c'est plein d'air là-dedans. Donc tu vas la dévisser. L'eau va pousser l'air. Et regarde un peu à gauche, là. Tu vois, ça y est, ton niveau, il va descendre. Tout simplement parce que j'ai fait le vide d'air. Voilà. Donc là, je sens que ça coule un petit peu ici, mais ça c'est tout à fait normal. Ça veut dire que déjà j'ai au moins de l'eau, au moins jusqu'à là, quoi. Cette opération, il faudra la faire aussi moteur tournant. Il faudra enlever l'air. Alors tu as 2 vis de purge. Tu en as une ici donc, et tu en as une complètement derrière au fond, côté habitacle. Alors peut-être qu'elle ne sera pas tellement accessible quand j'aurai tout remonté, mais en attendant il faudra également la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, de telle façon à pouvoir chasser l'air. Donc une fois que tu as, on va dire, commencé à armer tout ton dispositif de refroidissement, tu vois bien que le niveau, au niveau du vase d'expansion, il est largement supérieur au niveau de ta pastille de dessablage. Donc là tu regardes si ça fuit, d'autant plus que là, au niveau du calostat, il y a une vis de purge, donc déjà là, j'ai au moins la garantie que j'ai de l'eau au moins jusqu'à ce niveau-là. Et ce niveau-là, il est supérieur au niveau de la pastille de dessablage. Tu regardes si ça suinte, il n'y a rien du tout. Bon bah écoute, on a correctement bossé. Bah, je pense qu'il va falloir maintenant passer à l'étape du remontage. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais remonter tout ce qui est collecteur comme d'échappement. Mais les vis étaient un petit peu rouillées. Donc comme à mon habitude, je vais redonner un petit coup de tarot, si j'ai le tarot qui va bien. Et comme ça, je pourrais remettre correctement le collecteur d'échappement. Alors souviens-toi, c'est que avant, il a fallu enlever d'abord les goujons, de telle façon à pouvoir enlever le collecteur. Bah là, il faut faire l'opération inverse. Il faudra d'abord mettre le collecteur et ensuite remettre les goujons. Alors avec une petite douille étoilée, je crois que c'est du 6 ou du 7, tu vas pouvoir les serrer. Tu forces pas du tout, parce que ça va prendre complètement appui au fond de la culasse. Donc là, tu serres rien. Tu le fais à la main, un petit coup de clé, boum, terminé. Par contre, après, quand tu vas mettre ton collecteur, oui, il va falloir serrer ça correctement. Donc tu vas ressortir tous tes cartons et toutes les pièces que tu as bien conditionnées, on va dire, dans tes cartons, bah, tout ça c'est à remonter. Évidemment, au fur et à mesure que tu vas remonter, avant, tu vas pouvoir nettoyer également de telle façon à faire quelque chose de propre. Bon, les goujons qui supportent les collecteurs d'échappement, c'est du 8 par 1,25. Donc une fois que tu as trouvé le bon tarot, bon, normalement à la main, tu l'enfiles. Voilà. Et l'idée, c'est de refaire parfaitement bien les filetages pour pas être embêté au remontage, quoi. Bon, sur toutes les vis de fixation, moi je te donne un conseil. Une fois que tu as démonté évidemment le collecteur d'échappement, bah, les vis elles sont pas forcément en très très bon état. Et donc l'idée, c'est de redonner un petit coup de filetage au niveau des écrous, de telle façon à ce que tu puisses visser ça correctement, sans trop de peine, parce que là tu vois, bon, je sais même pas si c'est du cuivre ou quoi, enfin il faut redonner un petit peu de forme au filetage, comme ça le goujon rebelote, moi le goujon je l'ai fait à la main parce que ça allait bien, tu vois, j'enlève les petites bavures, tout va bien, je le fais évidemment dans les deux sens, côté culasse, côté écrou.
Là des fois je sens que ça accroche un peu, donc je vais faire plusieurs allers-retours. Je vais mettre un petit peu d'huile, des fois, bon ça c'est du dégrippant parce que celle-là elle était complètement naze. Mais en attendant, si tu veux remonter ça correctement, sans trop de peine, bah facilite-toi le travail. Comme ça au moins, tu verras, tu ne seras pas embêté lorsque tu vas remonter tes écrous de fixation. Donc ça vient comme ça. Et une fois que c'est là-dedans, bah tu vois, à la main, ça va tout seul. Si tu décides comme moi de donner un petit coup de tarot dans les écrous et un coup de filière sur les vis, tu verras que à la main, ça rentre tout seul. Surtout, tu ne les graisses pas, ces vis-là. Parce que comme ça va aller dans les culasses, la partie qui rentre dans la culasse, tu ne les graisses pas. Tout simplement parce que en chauffant, la graisse peut dégager des gaz. Et il va y avoir une pression là-dedans. Enfin bon, ça vaut ce que ça vaut. Moi, j'ai pas graissé. Et au moins comme ça, je respecte un petit peu les dires des pros, quoi. Donc avec une douille de 13, tu vas pouvoir maintenant serrer à la main l'intégralité de tes écrous. Et là, tu vas voir que ça va aller tout seul puisque tu as refait le taraudage donc, dans ce cas-là. Et à l'aide d'une clé dynamométrique, tu vas serrer à 25 Nm. Donc je suis étonné parce que je trouve que c'est pas énorme. Bon, je vais te donner une petite combine, évidemment avant de remettre le turbo. La partie en aluminium, là, on va dire le part thermique, évidemment tu vas le fixer. Après, je ne sais pas trop comment je vais refixer la vis en bas. Ce qui m'embête, c'est que là, j'ai tout remis. À moins que j'enlève le... Bon, je vais enlever de nouveau le turbo. C'est pas grave, et je vais pouvoir remettre la vis correctement. Bon, un conseil, quand tu en seras à la phase de remontage, n'oublie pas de réamorcer la pompe à gasoil là. Donc le bouton poussoir, c'est ça, faut que tu appuies dessus, faut pomper, autrement jamais tu pourras réamorcer le circuit de gasoil, et donc par conséquent tu ne pourras plus démarrer. Et en ce qui concerne les protections thermiques, tu feras attention, derrière il y a un petit capuchon qui s'imbrique difficilement. Il est bien évident que si tu veux remonter tout ça en temps et en heure, tout ce qui est collecteur là, il faut que ce soit absent. Moi je me suis fait avoir, j'avais déjà remonté le catalyseur et je ne pouvais pas remonter cette petite partie de protection en aluminium, quoi. Donc il a fallu que je dévisse de nouveau ce catalyseur, sachant que tout en bas il y a une vis de 13 qui n'est pas facile d'accès. Par contre, j'y suis arrivé avec une toute petite douille. Voilà, donc le tuto s'achève maintenant. J'ai plus qu'à remonter les essuie-glaces, à passer un coup sur les joints de capot, refixer la protection thermique derrière, remettre un tuyau d'admission d'air, remettre les caches moteurs, enfin bref, que ce soit au-dessus et en dessous. Rien de sorcier en soi, hein, donc moi je t'invite, si on fait une petite conclusion par rapport à ce que je viens de te dire maintenant, lorsque tu vas démonter quoi que ce soit sur un véhicule, une moto, un camping-car, même chez toi quand tu bricoles, prends des photos. Moi j'ai failli me faire baiser avec la pompe à gasoil parce que il y avait un tuyau, enfin une prise électrique je veux dire, je ne savais pas qu'elle était inopérante. Donc il y a deux prises électriques, et il y a deux embouts, mais il n'y a qu'une seule prise. Bon, alors ça va bien que tu regardes à l'intérieur le nombre de plots électriques, mais il n'empêche que c'est assez perturbant parce que tu te dis merde, je comprends pas, il y a deux prises électriques, il y en a une seule qui est utilisable. Enfin bon, voilà. Donc ensuite dans la foulée, ce que je vais faire, c'est que je vais donc tout remonter, je vais nettoyer 2-3 petites bricoles, je vais remettre la voiture sur ses roues. Donc là-dessus c'est 110 Nm, hein. Ça me paraît fort, mais bon c'est ce que j'ai trouvé sur les docs techniques sur le web. Bon alors je remets un bémol, le web on met des bémols hein, évidemment,
Si demain tu trouves sur une voiture de tourisme des serrages à 150 Nm, c'est peut-être un peu fort, quoi, sachant que sur une Clio déjà c'est 90. Tu vois, il y a des fois sur internet il faut se méfier, quoi. Donc, maintenant si tu as un pote qui est garagiste, tu lui demandes, lui il devrait savoir. Maintenant j'insiste bien, c'est que tu peux t'équiper de RTA, les renseignements techniques automobiles. Sur n'importe quelle bagnole, normalement, ils ont ces fameux RTA, soit version numérisée, soit version papier. Je préfère de loin utiliser la version papier parce que c'est beaucoup plus complet et on les a directement à la dispo. Voilà. Ensuite, un bon lavage et je téléphonerai à la copine pour qu'elle vienne chercher sa voiture en fin de matinée. Bon, j'espère que ça t'a plu. Maintenant, tu sais changer une pastille de dessablage. Parle de la chaîne autour de toi. Ce sera ma meilleure pub, en fait, finalement. Allez, porte-toi bien. Prends surtout soin des gens que tu aimes. Moi, je te dis à lundi prochain. Allez, ciao, bye.